Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux impacts de la désinformation sur nos vies et dans toutes les sphères, personnelles, au travail. Ces fausses nouvelles et théories du complot occasionnent même parfois des décès. Selon le comité d'experts du Conseil des académies canadiennes, la désinformation visant la COVID-19 serait responsable de près de 3000 décès, car selon ce rapport, près de 198 000 cas et 13 000 hospitalisations liées à cette maladie entre le 1er mars et le 30 novembre 2021 auraient pu être évitées. Lors de la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de polarisation, de remise en question des décisions sanitaires et des conflits interpersonnels dans les familles et dans les milieux de travail. Les théories du complot autour de la vaccination et l'apologie des produits de santé qui pouvaient être dangereux ont eu des conséquences sur la santé de nombreux Québécois, sans compter la santé psychologique. Quels sont les impacts de la désinformation sur nos vies ? Restez là, nous en parlons tout de suite. À Je vote pour la science, aujourd'hui, nous nous intéressons à un fléau de notre époque, la désinformation. Nous allons parler de fausses nouvelles et de théories du complot et comment ils nous affectent dans notre vie personnelle ou pour notre santé. Pour le faire, je suis en compagnie de Louis Audet-Gosselin, directeur scientifique et stratégique au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de David Morin, professeur à l'École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous êtes aussi auteur du livre avec la professeure Marie-Ève Carignan, Mon frère est complotiste, paru en 2022. C'est bien ça? Oui, absolument, dont la sortie en France d'ailleurs était il y a quelques semaines. Entendu, on va en parler. Donc bonjour, il y a eu beaucoup de désinformation autour de la COVID, il y a un terme pour ça, infodémie, selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous pourrions faire toute une série d'émissions sur la désinformation. Je vous invite d'ailleurs à réécouter Nuance, notre balado, qui donne la voix aux personnes hésitantes face à la vaccination. L'agence Science Presse lance aussi actuellement un nouveau balado du nom de Détecteur de rumeurs, le balado. Allez écouter ça. La désinformation et les théories du complot ont pris d'énormes proportions avec la crise sanitaire de la COVID. Elles seraient même à l'origine de décès, selon un rapport récent du groupe d'experts du Conseil des académies canadiennes. Peur, méfiance, réseaux sociaux, ce sont en fait nos vulnérabilités, nos croyances et nos émotions qui parlent. Pour commencer, comment prend naissance cette désinformation et comment elle se propage, M. Gosselin? Bon, comment elle prend naissance, la désinformation, en définition, c'est la création ou la circulation d'informations qui sont fausses, sciemment. Donc, ça prend des acteurs qui sont mal intentionnés, qui pour des raisons politiques, ou personnelles ou monétaires, veulent faire circuler certaines informations erronées qui va circuler par différents biais, par des relais, via l'ignorance, via les algorithmes des réseaux sociaux. Il y a vraiment plusieurs facteurs et on voit une accélération de cette circulation-là et on a beaucoup de mal à contenir cette circulation-là de ces dernières années. Oui, ce n'est pas tout à fait nouveau la désinformation, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, mais là, ça prend de l'ampleur. Professeur Morin, quels sont les dangers et les dérives de cette désinformation? Oui, alors en fait, il y a plusieurs niveaux de danger, évidemment. Alors on peut penser que la Terre est plate, c'est inoffensif, effectivement, dans une certaine mesure, donc il faut faire attention à pas non plus exagérer les risques associés à la pensée complotiste ou à la désinformation. Mais effectivement, il y a un premier danger, évidemment, c'est quand on atteint un certain niveau de rigidité cognitive et que finalement on devient un peu dysfonctionnel en société. Donc par exemple, qu'on est très prosélyte en milieu de travail et qu'à un moment donné, ça se répercute sur les collègues, donc qu'on risque de perdre notre emploi ou qu'on pense qu'à l'école, on est en train effectivement de laver le cerveau de nos enfants et donc on les retire de l'école et qu'on fait soi-même l'éducation aux enfants, etc. Donc vous avez, je dirais, un premier niveau qui est vraiment le niveau individuel. Vous avez un deuxième niveau qui est plus attrait à la question de l'extrémisme violent éventuellement. Et donc, on voit, et puis la plupart des experts le disent bien et le notent,
si tous les complotistes ne sont pas nécessairement extrémistes, la plupart des extrémistes partagent quand même des idées somme toute très complotistes qui visent notamment à exagérer l'ampleur éventuelle d'un complot, mais aussi à déshumaniser l'adversaire, l'ennemi qu'on est en train de dénoncer. Donc là, on voit que ça peut aussi être un moteur discursif de passage à l'acte. Et le dernier élément, ou le dernier niveau, à mon avis, il est plus collectif, sociétal, c'est celui de la baisse de confiance dans les institutions. Et là, évidemment, l'exemple le plus marquant, c'est toute la question de la présumée fraude électorale aux États-Unis aux dernières élections, qui a quand même convaincu une part importante des sympathisants républicains, et qui, dans une certaine mesure, ce nouveau récit-là a conduit à une tentative de finalement renverser le pouvoir et un gouvernement élu démocratiquement. Donc vous voyez, au dernier niveau, au niveau le plus important à mon avis, c'est vraiment le fait que la désinformation, les théories du complot peuvent vraiment alimenter finalement cette défiance dans les institutions démocratiques, qui, soit dit en passant, et je m'arrêterai là, mais méritent évidemment aussi qu'on les critique, qu'on essaye de les améliorer, qu'on dénonce les injustices et les choses qu'elles ne font pas correctement, bien entendu. Oui, chez nos proches, à partir de quel moment on doit s'inquiéter? Oui, alors... Oui, effectivement, dans le livre que vous évoquiez en introduction, il y a une psychiatre qui donne un peu si vous voulez, le niveau. Elle dit finalement, c'est quand on s'aperçoit que la personne devient dysfonctionnelle socialement, que là, au moins pour elle, il y a des raisons de s'inquiéter, et donc peut-être effectivement, quand on voit par exemple une rupture complète avec les proches, etc., c'est là que ça devient souvent assez problématique, et que peut-être que c'est important, quand on l'observe finalement, d'essayer de maintenir un lien éventuellement avec la personne, de comprendre, de l'entendre, d'écouter les griefs qui sont sous-jacents, parce que souvent derrière le discours, par exemple complotiste, il y a aussi des éléments parfois de détresse, un sentiment d'injustice, etc. Donc peut-être d'aller écouter ça et de soi-même, et puis ça existe, et puis Louis va vous en parler tout à l'heure évidemment, mais je sais que le centre notamment par exemple a mis sur pied des groupes de discussion pour les gens dont des proches finalement ont embarqué dans ce type d'idée radicale-là. Ça peut faire du bien aussi d'échanger, de comprendre qu'on n'est pas seul face à ça, etc. Oui, Monsieur Gosselin, justement, quels sont les facteurs qui poussent certaines personnes à adhérer à des discours de désinformation? Il y a vraiment plusieurs facteurs et il n'y a pas un profil type d'adhérent. C'est vraiment au cas par cas. Il y a quand même des facteurs qu'on retrouve beaucoup. Entre autres, l'isolement. C'est vraiment un facteur qu'on voit dans beaucoup de cas. Aussi, les polarisations sociales, les débats sociaux qui sont très polarisés vont accentuer chez beaucoup de gens une volonté d'aller chercher des informations qui soient différentes, qui viennent renforcer un sentiment d'identité. Il y a des crises identitaires aussi, donc on se aperçoit que dans les milieux des informations, sur les réseaux sociaux, les gens qui adhèrent à certaines idées, c'est pas nécessairement l'idée en soi, c'est la communauté qu'on va retrouver autour. Donc c'est ça, un mélange d'isolement, volonté de trouver une communauté d'appartenance et une insatisfaction aussi. Ça peut être vraiment au niveau très personnel des événements négatifs qui sont survenus dans la vie, mais ça peut être aussi frustration face à l'ensemble de la société, sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, que notre voix porte pas. Ça peut pousser à trouver des solutions plus radicales, à se plonger dans des écosystèmes médiatiques alternatifs où on va fournir des réponses clés en main pour à peu près tous les problèmes qui existent, et des solutions qui sont parfois radicales à ces problèmes-là. Donc, c'est cette combinaison de facteurs-là qui va mener un nombre important quand même de gens à adhérer à différents niveaux à des informations, à des groupes de désinformation. Entendu. Monsieur Morin, nous entendons beaucoup parler de théorie du complot avec la pandémie. Vous parlez vous-même de complotisme pandémique. C'est quoi le complotisme pandémique? Oui, alors en fait, c'est la diffusion de toutes les théories du complot en lien avec la pandémie, qui donc évidemment a explosé depuis 2 ou 3 ans. Alors un bon exemple va être en fait, et souvent c'est important de faire la distinction entre le fait par exemple de critiquer des mesures sanitaires et d'adhérer à une vision complotiste des choses. C'est une chose par exemple d'estimer que des mesures de confinement ne sont pas efficaces, ne reposent pas sur des données
scientifiques qui soient probantes. C'en est une autre de penser que, excusez-moi, le gouvernement fait ça pour essayer de contrôler la population toujours plus, de prendre des mesures qui soient liberticides, et cela évidemment en complicité avec les compagnies pharmaceutiques, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Donc souvent c'est important de noter que les théories du complot vont s'enraciner dans une contestation de l'ordre établi et des éléments qui sont tout à fait palpables et même parfois pertinents. Donc je vous dirais, il y a une base peut-être, alors on ne peut pas la quantifier, mais de 30 ou 40% de griefs qui peuvent être légitimes, et puis après on y accole, si vous voulez, une espèce d'explication globalisante en disant, bon ben voilà, il y a un grand complot, un méga complot qui essaye de finalement servir les intérêts d'une élite de puissants au détriment de la population. Et donc plein d'autres exemples, évidemment, il y a eu la question de la 5G dans le vaccin, la question évidemment après de toutes les compagnies pharmaceutiques qui voulaient absolument s'enrichir et qui donc auraient elles-mêmes finalement généré le virus pour pouvoir développer des vaccins, etc., etc. Donc c'est infini, et d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, on voit que même après la pandémie, finalement, donc si les théories du complot sur la pandémie continuent de circuler, la complosphère, donc les gens qui adhèrent fortement, les leaders, etc., vont chercher aussi d'autres événements de l'actualité pour répandre des théories du complot, comme par exemple la guerre en Ukraine, qui va avec beaucoup de théories là aussi, toute la question de l'identité numérique, donc l'idée selon laquelle les gouvernements, etc., doivent finalement prendre des données biométriques, etc., pour être capables de faire des profils numériques. Et à mon avis, ça soulève des vraies problématiques dont on doit discuter collectivement. Mais là, il y a aussi toutes sortes de grandes théories qui essaiment un peu partout par rapport à toutes les élections, etc. Donc vous voyez finalement la logique complotiste peut s'appliquer dans bien des cas à beaucoup de phénomènes de l'actualité nationale et internationale. Et c'est là qu'on voit vraiment si quelqu'un ou non adhère très très fortement aux théories du complot. Lui, il va toujours appliquer un peu le même raisonnement à tous les phénomènes. Oui. Quels sont les enjeux de désinformation entourant la santé qui nous affectent directement, M. Gosselin? Bon, concernant la santé, il y a vraiment un risque avec la désinformation d'adhérer à des idées qui soient vraiment dommageables pour les individus. Donc, vous avez mentionné l'OMS qui c'est de chiffrer le nombre de morts par la désinformation. Beaucoup, c'est des gens qui sont adhérés à des théories anti-vaccins ou à des théories que pour la pandémie n'existait pas, jusqu'à en mourir. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu de santé qui est primordial et qui n'est pas nouveau. Les mouvements anti-vaccins existent depuis assez longtemps. Les mouvements de sciences médecine alternative existent depuis un certain temps. Dans le milieu scientifique, on sonnait l'alarme depuis assez longtemps. La pandémie a vraiment cristallisé ce mouvement-là, l'a fortement politisé et l'a mis en lien avec d'autres mouvances populistes, anti-autorité. Et là, on a un bloc qui est assez fort, qui va se mobiliser sur différents enjeux de santé ou autres. Mais là, le principal enjeu, là, c'est vraiment au plan individuel des croyances alternatives. Les gens vont adhérer tellement fortement qu'ils vont carrément se laisser mourir plutôt que d'aller chercher un vaccin. La science, d'aller chercher un vaccin, d'aller chercher des soins appropriés, parce qu'on en vient à croire que les médecins, le système de santé, la science font partie d'un grand complot mondial, sont là pour s'enrichir ou pour des fins vraiment néfastes. Et donc, il faut se détacher de ce mouvement-là. Et on va voir, il y a vraiment une panoplie de croyances qui ne sont pas nécessairement cohérentes entre elles. Et des gens peuvent adhérer à plusieurs croyances qui sont contradictoires. Mais le sentiment vraiment anti-élite qui va pousser à rejeter toute forme de soins, ça, c'est une préoccupation qui est assez importante. Oui. Professeur Morin, vous vous intéressez au complotisme et à l'extrémisme violent à tous les niveaux. Vous avez écrit un ouvrage avec la professeure Marie-Ève Carignan, « Mon frère est complotiste ». Pourquoi cet ouvrage d'abord ? Ben écoutez, ça correspondait un peu en fait. On a rencontré beaucoup de monde depuis le début de la pandémie, donné beaucoup de conférences et ce qui revenait vraiment beaucoup de la part des gens, c'est que ils étaient confrontés à un phénomène qu'ils comprenaient pas nécessairement bien dans leur environnement immédiat, que ce soit leur famille, leur cercle d'amis ou leur milieu de travail, et que donc ils avaient besoin de clés. Donc ça c'était le premier élément. Ils avaient besoin de clés de compréhension, savoir comment agir, etc. Donc ça c'était vraiment le premier objectif du livre, essayer de faire quelque chose d'assez
assez pratique avec peut-être des conseils, mais bien humbles évidemment, sur cet enjeu-là. Et le deuxième objectif qui nous apparaissait non moins important, c'était d'essayer de voir si on pouvait reposer les bases finalement d'un dialogue social. Il nous semble que depuis 2-3 ans, la pandémie a quand même contribué à polariser beaucoup la société, et donc on souhaitait aussi avec ce livre dire bon, est-ce que finalement, alors qu'on sort un peu de la crise pandémique, on est capable de regarder ce qui a fonctionné, pas bien fonctionné, et puis peut-être d'essayer de restaurer une forme de dialogue, incluant évidemment les gens qui adhèrent très très fortement aux théories du complot, parce qu'il y a d'autres crises qui pointent leur nez à l'horizon, que ce soit des crises économiques, la crise écologique évidemment, et on a l'impression que il faut qu'on ait cette conversation collective maintenant, parce que sinon on est en train de se payer des années très très compliquées si on conserve cette polarisation sociale, quand il va falloir prendre des mesures drastiques face aux phénomènes qui risquent de continuer de marquer nos sociétés dans les années et les décennies à venir. Oui, Monsieur Morin, selon vous, quels sont les impacts des théories du complot sur le plan individuel, la santé psychologique aussi, ou particulièrement ? Ouais, comme le disait Louis, des fois dans l'application des mesures sanitaires, ça peut évidemment avoir des implications immédiates. Je vous dirais le principal élément probablement parfois, c'est une forme de rigidité cognitive, mais comme on le voit, et c'est pas juste à propos du complot, comme on peut le voir dans parfois le militantisme politique, l'intégrisme religieux, etc. Donc ça, c'est évidemment sur le plan individuel un effet important. C'est intéressant dans le livre, en fait, parfois aussi, une des personnes qu'on interrogeait, une des experts, disait ça peut aussi, dans une certaine mesure, et là ça va un peu à l'encontre de votre sujet, mais jouer le rôle d'anxiolytique. C'est-à-dire, à court terme, la théorie du complot va apporter des réponses simples à des situations complexes, peut rassurer dans une certaine mesure les gens quant à leur compréhension de l'environnement, apaiser leurs craintes, leur redonner une certaine forme de pouvoir. Alors ça peut être utile à court terme sur le plan individuel, mais ça n'en est pas moins problématique et potentiellement toxique, collectivement parlant, à moyen et long terme. Oui, parce qu'on veut des réponses. Oui, absolument. Ouais. Monsieur Gosselin, la désinformation touche aussi de multiples autres enjeux, comme l'environnement, par exemple. Oui, David l'a évoqué. La pandémie de COVID-19 a vraiment cristallisé, a politisé des mouvements complotistes qui pour plusieurs existaient déjà, mais leur a donné une audience beaucoup plus grande, et donc on y accole vraiment cet enjeu-là. Mais on voit que il y a le mouvement de climato-sceptique est renforcé par cette espèce de cristallisation des mouvements complotistes, et on voit un transfert à mesure que la crise sanitaire s'estompe. Les gens qui ont adhéré au mouvement anti-mesures sanitaires, au mouvement anti-complotiste, transfèrent cette énergie-là et ce ressentiment-là envers les élites vers d'autres enjeux. Et là, avec les mesures environnementales qui sont prises par certains gouvernements, avec les milieux scientifiques qui prônent des mesures plus drastiques, les gens qui ont adhéré à un discours voulant que les scientifiques étaient corrompus au sol d'une élite malfaisante vont, dans bien des cas, transférer cette révolte-là vers les scientifiques sur l'environnement. Donc, les enjeux vont se multiplier, et donc il y a des risques de débordement et de violence, d'accentuer la polarisation autour de ces enjeux-là, de cibler les militants environnementaux, de cibler les scientifiques qui parlent d'environnement ou qui tirent la sonnette d'alarme. On voit déjà des mouvements selon lesquels le GIEC c'est une espèce de complot. Il y a vraiment un glissement là, et l'écosystème de désinformation qui s'est renforcé et qui s'est bâti durant la pandémie avec des médias, avec le soutien même de certains plus ou moins ouverts de certains gouvernements. On n'a pas aux États-Unis, au Brésil. Cet écosystème-là existe et va servir à canaliser une grogne populaire contre d'autres mouvances. Et, on voit se pointer les débats environnementaux, et il y a un grand risque de débordement. Oui, professeur Morin, la montée de cette défiance vise à remettre en question des institutions.
vous l'avez dit. Qu'est-ce qui nourrit les théories? Il doit y avoir aussi les réseaux sociaux, j'imagine, parce que plus on y va, plus on est dans une bulle des informations. Je sais pas. Oui, alors absolument. C'est sûr que les réseaux sociaux, à défaut d'être un facteur, sont clairement un vecteur. C'est un accélérateur de particules. Donc c'est sûr que ça permet de vraiment populariser toutes sortes de théories, de rejoindre vraiment beaucoup plus de monde qu'auparavant. C'est un fait. Comme vous le disiez aussi, effectivement, les bulles de filtre font qu'il y a un phénomène d'enfermement dans une espèce de logique finalement complotiste où les gens qui sont sur tel ou tel site, ils voient évidemment sur leur page, leur profil, etc., arriver beaucoup d'informations là-dessus. Donc c'est sûr qu'on s'aperçoit que finalement les réseaux sociaux peuvent accroître vraiment ces tendances un peu négatives, mais il n'en reste pas moins que, selon moi, il faut vraiment pas occulter la question des réseaux sociaux et, à mon avis, la conversation même avec les grandes plateformes, de savoir qu'est-ce qu'on fait, notamment dans le cas de désinformation de masse. Donc, s'il y avait un conflit armé, etc., est-ce qu'on a les moyens, par exemple, de limiter finalement la diffusion de ce type de messages? On l'avait vu aux États-Unis, notamment avec la campagne de Monsieur Trump à la dernière élection et le mouvement QAnon, qui appelait vraiment de plus en plus à des actions violentes ou musclées. Et donc là, les grandes plateformes avaient finalement fait un peu de ménage. Donc ça, c'est vraiment une conversation importante, mais je pense, comme vous le disiez dans votre question, c'est aussi important de réfléchir aux récepteurs et à ce lien qui est un peu brisé, ce lien de confiance qui est un peu brisé entre une partie des personnes qui adhèrent à ce type d'idéologie et puis les institutions, et d'ailleurs que les institutions, qu'elles soient politiques, scientifiques, médiatique, parce que c'est pas juste le politique qui est ici rejeté, c'est tout ce qui finalement fait nos institutions depuis des décennies. Donc je pense que là il y a quand même une question plus profonde qui pourra probablement faire l'objet d'une autre conversation, mais les baromètres de confiance dans les institutions montrent quand même une défiance croissante de la population décennie après décennie. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de plus profond sur lequel il faut trouver des solutions. Oui, Monsieur Gosselin, justement, comment prendre en compte une colère ou une remise en question des autorités dans le cadre démocratique? Une colère qui peut être justifiée parfois. Oui, David l'a mentionné, une partie des griefs sont légitimes et une société démocratique sont loin d'être parfaites. Le système démocratique est loin d'être parfait et ça fait plusieurs années qu'on voit une déconnexion, une sorte de détachement d'une partie de la population envers les institutions démocratiques qui sont vues comme étant, peut-être un peu impersonnelles, technocratiques. On n'a pas l'impression qu'on peut changer grand-chose. Donc, une des solutions, c'est vraiment de rapprocher les institutions de la population, des gens, des préoccupations, que les gens qui sont au sein des institutions évitent vraiment de polariser, de stigmatiser des groupes, parce que c'est cette colère-là, c'est le sentiment d'être marginalisé ou d'être pointé du doigt qui est à la base d'une recherche d'une vérité alternative ou d'une solution alternative. Donc, on a vraiment des réflexions à faire au plan de la société en général, puis de nos institutions, parce que, plusieurs endroits que les institutions démocratiques sont fragiles et peuvent disparaître. Donc, c'est le renforcement de la démocratie locale qui est important. Et au niveau plus local, où, disons, il faut vraiment avoir des structures, des ressources qui soient à l'écoute des griefs, parce que pour que cette colère-là puisse être entendue, il faut qu'on puisse avoir des espaces où on puisse aller crier un peu notre colère envers ce qui fonctionne pas bien. Oui. Et donc être dans l'écoute vraiment de jamais rejeter, où pendant la pandémie, on a eu beaucoup de polarisation, une espèce de discours un peu normatif où les gens qui critiquaient les mesures sanitaires étaient taxés d'idiots ou toutes sortes de noms. Ça a été assez néfaste et ça a servi beaucoup à renforcer une identité. Maintenant, il y a des gens qui vont revendiquer l'étiquette de complotiste et vont se sentir interpellés à chaque fois qu'on parle même de complotiste, peu importe le ton ou la façon dont on le fait. Donc, de façon à écouter de façon individuellement les griefs de la population, des gens qui ne se sentent pas représentés, et de fournir des façons de s'exprimer au sein de nos institutions démocratiques. C'est une tâche qui est
pas facile, mais qui est quand même urgente à commencer. Oui. Monsieur Morin, pour terminer très rapidement en mode solution, comment on renoue le dialogue avec ce frère complotiste? Ouais, il n'y a pas de recette miracle. On s'est essayé un peu dans le livre sur la base de discussions avec toutes sortes d'experts, mais également des gens dont les proches se sont un peu radicalisés. Probablement que le premier élément, c'est de se rappeler que finalement, le lien affectif ou émotif est peut-être plus important que le rétablissement des faits. Et que donc il faut se souvenir de ça, qu'en face de nous on a quand même quelqu'un qui est d'abord et avant tout un humain, etc. Donc il faut avoir cette approche-là, ne pas forcément toujours essayer d'engager la conversation sur les faits qui nous sont exposés, même si en général la personne qui est convaincue qu'il y a des complots partout est quand même assez prosélyte et veut nous en convaincre nous à notre tour. Parfois il y a des stratégies d'évitement, donc les gens ont beaucoup pris des stratégies d'évitement. Écoute, ça, ce sujet-là, on n'en discute pas, on va parler d'autres choses, comment va le travail, etc., etc. Faire preuve aussi d'une certaine ouverture, d'une certaine écoute, et puis essayer, comme on le disait tout à l'heure, peut-être d'entendre ce qui derrière le discours complotiste pose réellement problème. Est-ce que la personne a des enjeux particuliers actuellement? Est-ce que elle est inquiète pour son travail? Est-ce que sa santé psychologique va bien? Louis parlait des facteurs tout à l'heure. Nous, on a vu quand même dans les données qu'on a que il y a quand même au moins une personne sur deux à peu près qui adhère fortement aux théories du complot, qui présente quand même un peu des symptômes de détresse psychologique en plus de l'isolement, etc. Donc c'est vraiment en fait se rappeler qu'on peut d'ailleurs maintenir le lien avec quelqu'un et puis l'écouter débiter ces théories un peu complotistes, et que ça ne veut pas dire que on les accepte, qu'on les valide non plus, mais simplement qu'on maintient cette ouverture, ce dialogue possible. Donc je pense que sur le plan individuel, c'est vraiment ça qui est important. Et j'ai un de mes voisins, puis je terminerai pour ma part sur cette anecdote, qui me disait, après avoir lu avec un voisin qui est un ami aussi, mais après avoir lu le livre, il m'a dit, moi j'ai repris contact avec ma sœur à qui j'avais pas parlé depuis 3 ans, parce que je comprenais que finalement il y avait peut-être des éléments justement plus important que les faits et que les oppositions sur les visions politiques des uns et des autres, et que donc ça l'avait un peu encouragé à faire ça. Et je pense que c'est ça la bonne approche, parce que même ultimement sur le plan collectif, si on veut défendre nos institutions, etc., je pense que c'est à chacun et chacune d'entre nous que cette responsabilité-là incombe finalement, de faire du lien social, de promouvoir cette capacité qu'on a à vivre ensemble. Et je pense vraiment qu'il faut qu'en chacun de nous retrouve cette capacité au dialogue, même avec les idées qui nous dérangent le plus. Oui, merci beaucoup, c'est une belle conclusion. Vous venez de l'entendre, on était en compagnie de David Morin, professeur à l'école de politique appliquée à l'université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, et aussi de Louis-Audé Gosselin, directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Merci à tous les deux. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robarcher, à la réalisation et micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. N'hésitez pas à écouter les rediffusions de l'émission et visiter la page. Aussi, on a une page. Passez tous une très bonne semaine. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.